merci d'être aussi nombreux. Donc, effectivement, le petit changement de programme est dû à ma lenteur d'écriture, puisqu'en fait, avec le roman que j'ai publié en 2006, Le secret de Copernic, j'inaugurais donc une série intitulée Les bâtisseurs du ciel, donc le titre générique est resté, dans laquelle donc en 4 romans, donc en 4 épisodes, je voulais raconter le grand changement de vision du monde qui s'est opéré donc entre Copernic et Newton, en passant par les grandes figures incontournables que sont Kepler, Tycho Brahe, Galilée. Bon, j'ai pris un petit peu de retard sur la série. Finalement, on n'écrit pas un roman par an comme ça. C'est trop de travail, surtout quand on est aussi chercheur et qu'on a beaucoup d'autres activités. Alors donc, j'ai quand même d'autres cordes à mon arc et d'autres romans à mon arc. Donc précédemment, j'avais de toute façon écrit d'autres ouvrages qui concernent aussi de toute façon les bâtisseurs du ciel, c'est-à-dire ces hommes visionnaires, savants, mathématiciens, astronomes qui ont contribué donc à changer au cours des âges notre vision du monde. Donc aujourd'hui, je commencerai chronologiquement en fait par les premiers mathématiciens, philosophes de la nature et astronomes qui ont vécu dans la Grèce et en particulier à Alexandrie. Donc en fait, je vais évidemment pas vous parler très précisément de mes livres qui sont des romans et donc dans lesquels il y a évidemment une part de fiction, une part d'invention romanesque. Aujourd'hui, c'est plutôt des exposés plutôt d'histoire des sciences. Je vais raconter réellement ce que quelques-uns de ces grands bâtisseurs du ciel ont fait, quelle est très précisément leur œuvre en le plaçant dans une vaste perspective historique. Donc aujourd'hui, je commencerai par l'évolution des idées que l'on s'est faites sur l'univers depuis la première pensée rationnelle grecque, c'est-à-dire essentiellement Pythagore, jusqu'à Copernic. Et donc après, la prochaine fois, je vous parlerai de l'épisode allant de Copernic jusqu'à Newton, et je conclurai la troisième fois avec Newton et la suite, le siècle des Lumières. Voilà. Mais je vous promets que dans un an ou deux, la tétralogie romanesque sera achevée. J'aurai peut-être l'occasion de revenir vous parler plus précisément des vies de Tycho Brahe, de Kepler et de Galilée. Quelque chose qui sous-tend fondamentalement toute cette démarche qui consiste à essayer de se faire une représentation de l'univers, depuis le grec, qui est toujours valable aujourd'hui, c'est la remarque que le mot cosmos, étymologiquement, de même nature que la cosmétologie, c'est-à-dire c'est lié à la beauté, à l'ordre et à l'esthétique. Et ça va être une pensée majeure qui va gouverner en fait toutes les tentatives de représentation du ciel, du cosmos dans son ensemble. L'idée qu'il s'agit d'un tout organisé par des lois naturelles et non pas soumis aux caprices des dieux. Et on peut considérer que c'est ce pari peut-être insensé de penser que l'univers n'est pas un chaos désordonné soumis aux caprices des dieux, mais obéit à des lois reflétant une sorte d'harmonie cachée. La tâche du savant étant justement de découvrir cette harmonie cachée, c'est sans doute ce pari a priori insensé qui marque en fait la naissance de la science et de la physique, telle qu'elle est encore pratiquée aujourd'hui. On va faire un parcours à travers quelques-unes des grandes figures qui sont rassemblées sur cette célèbre fresque intitulée l'École d'Athènes, que Raphaël a peinte dans les salles du Vatican, et qui rassemble en fait tout un aréopage de philosophes et de penseurs de la Grèce antique, qui n'ont évidemment pas vécu tous à la même époque, mais ce tableau synthétise un petit peu l'ensemble de ces grands penseurs, et nous allons faire quelques incursions auprès de certains de ces personnages. Alors un petit zoom sur deux personnages que vous voyez là, qui sont en fait Parménide et Héraclite. Alors Parménide et Héraclite, il nous reste des poèmes. Alors nous sommes bien avant Alexandrie, dont je vous parlerai plus tard. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont donc parmi les premiers philosophes de la nature dont il reste des écrits. Et justement, ces écrits étaient de vastes poèmes, qui étaient des poèmes philosophiques et scientifiques, qui s'appelaient des poèmes à la nature et qui étaient donc des tentatives de description du monde. Donc déjà, là, on trouve un plan de clivage essentiel qui va sans doute marquer toute l'évolution de la pensée occidentale, non seulement en cosmologie, mais dans bien d'autres domaines également de la compréhension du monde, entre la conception de Parménide et la conception d'Héraclite. C'est-à-dire la conception de Parménide, c'est la conception de l'être permanent et invariable, tandis que la conception d'Héraclite, c'est la conception au contraire du changement
permanent. Donc ce sont deux philosophies qui ne s'appliquent pas seulement à la description du cosmos, mais ce sont deux philosophies qui s'appliquent également à l'être lui-même, qui marquent en fait deux voies différentes qui marqueront de son empreinte toute la philosophie occidentale. Tel ou tel philosophe se rattachant plutôt à Parménide ou se rattachant plutôt à Héraclite. En ce qui concerne les conceptions sur le cosmos, voici par exemple un extrait du poème de la nature où Parménide pense que le cosmos, à l'instar de l'être, est borné, est fini. Et donc il utilise l'image en fait d'une balle, le fameux ballon. Beaucoup de gens encore aujourd'hui pensent, avec la cosmologie moderne, que l'univers a la forme d'un ballon. Les choses sont plus compliquées que ça. Mais donc c'est cette idée donc, de finitude qui était déjà présente chez Parménide, mais surtout d'un univers qui ne change pas, un univers statique et invariable au cours du temps. Au contraire, Héraclite, c'est le philosophe du changement, et voici donc l'un des célèbres fragments d'Héraclite, toujours des pensées un peu énigmatiques mais extrêmement profondes, où donc il propose que le cosmos est en évolution permanente et qui s'allume et il s'éteint un petit peu comme un feu. Il y a donc une conception très évolutive. Alors toujours à peu près à la même époque, au VIe siècle avant Jésus-Christ, nous avons les premiers grands philosophes de la nature, notamment ceux appartenant à l'école dite de Milet, parce qu'il vivait donc dans la ville de Milet, aujourd'hui en Asie mineure. Donc Thalès de Milet passe pour être l'un des inventeurs de la géométrie avec Pythagore. Alors donc on sait peu de choses sur Thalès de Milet, sinon que comme les philosophes de l'époque, il avait fait son voyage initiatique en Égypte et avait appris auprès des prêtres égyptiens qui détenaient un certain savoir astronomique et mathématique qui n'était pas divulgué aux profanes. Il a appris donc quelques éléments de la pensée égyptienne. Vous connaissez tous évidemment sans doute le théorème de Thalès, le théorème des triangles semblables, qui peut-être vous a fait souffrir sur les bancs de l'école. Donc la jolie histoire, peut-être légendaire, on ne sait pas trop, sur l'invention en fait du théorème de Thalès, c'est la visite des pyramides d'Égypte lui a fait penser d'utiliser en fait la longueur de l'ombre des pyramides pour en fait estimer la hauteur des pyramides sans avoir besoin de grimper dessus, c'est-à-dire par un simple argument géométrique qui est donc le suivant. Il s'est dit qu'à une certaine heure de la journée, c'est-à-dire essentiellement lorsque les rayons du soleil sont à 45 degrés, eh bien, ça on peut le savoir, lorsque la longueur de l'ombre de son propre corps est égale à sa propre hauteur. Et donc on en déduit que la longueur de l'ombre de la pyramide va être égale à la hauteur de la pyramide. Et c'est donc effectivement une application du théorème des triangles semblables. Vous voyez comme la géométrie est élégante et permet déjà de faire des choses intéressantes. Un contemporain ou quasi contemporain de Thalès de Milet, toujours à Milet, c'est le très grand penseur Anaximandre, peut-être finalement le vrai fondateur de la physique, telle qu'on la conçoit un petit peu aujourd'hui, toujours au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le grand exploit, c'est qu'il essaie donc de replacer la Terre, en tout cas le monde connu à l'époque, dans le contexte très général du monde, c'est-à-dire de l'univers et du cosmos. Et pour la première fois, il imagine en fait que la Terre ne repose pas sur un socle, comme on le pensait précédemment. On pensait que la Terre devait forcément reposer sur quelque chose pour être aussi stable, sur une carapace de tortue, enfin sur des tas de choses un petit peu bizarres. Et pour la première fois, Anaximandre imagine que la Terre flotte quelque part dans un espace qui est mal défini, donc il est appelé apeiron. Apeiron, c'est une sorte de substrat un petit peu indéterminé, illimité, l'équivalent peut-être aujourd'hui de ce qui pourrait être l'espace infini, par exemple, ou de l'éther. Et donc la Terre ne repose sur rien, c'est encore dans l'espace. Alors après, évidemment, il a des explications un peu plus étranges, notamment il pense que la Terre est entourée d'air, enfin ça c'est normal, mais qu'en fait au-delà de l'air il y a un feu extérieur, et qu'en fait les astres ne sont que des ouvertures à travers... j'ai un pointeur quand même, voilà.
que les astres que l'on voit, le soleil, la lune, les étoiles, etc., ne sont que des ouvertures à travers l'air qui permettent de voir le feu extérieur, et notamment pour expliquer les éclipses, il avait imaginé des sortes de systèmes de volets qui s'ouvraient, qui se fermaient, pour expliquer ce genre de choses. Alors, ça peut faire sourire aujourd'hui, mais ça faisait partie de tentatives d'explication mécanique, puisque des choses qui s'ouvrent, qui se ferment, c'est de la mécanique, tout simplement. C'est vraiment des premières tentatives d'explication rationnelle du monde. Voilà, essayer de trouver des explications mécaniques. Alors, on revient sur l'école d'Athènes, et on va faire un zoom maintenant sur le personnage qui est ici. C'est Pythagore. Voilà, le grand Pythagore. Donc qui avait fondé son école, et alors auquel on attribue beaucoup de choses, alors notamment évidemment le fameux théorème de Pythagore, carré de l'hypoténuse, qui est égal à la somme des carrés des deux côtés. Alors on dit aussi que Pythagore avait fait évidemment son voyage en Égypte, et les prêtres égyptiens connaissaient ce triangle qui pour eux était magique, parce qu'avec la succession des trois entiers, 3, 4 et 5, on faisait le triangle parfaitement rectangle, puisqu'effectivement 3 au carré plus 4 au carré donne bien 5 au carré. Mais en fait, Pythagore a généralisé cette propriété à tout triangle ayant ces rapports de proportion. Alors Pythagore est également l'auteur d'un système cosmologique dans lequel ni le Soleil ni la Terre n'occupent le centre de l'univers, mais le centre de l'univers étant occupé par une sorte de foyer, plutôt foyer spirituel, parce que les conceptions de Pythagore sont encore empreintes de beaucoup de mysticisme, et donc pour expliquer notamment l'ensemble des astres tourne autour du foyer, et il suppose probablement que la Terre tourne également sur elle-même, mais pour expliquer que l'on ne voit pas le foyer de l'univers depuis la Terre, il a imaginé l'existence d'une contre-Terre qui cache en permanence le foyer. Voilà, encore une fois, une tentative d'explication rationnelle du monde, mais fondée sur des principes plutôt mystiques, parce qu'évidemment, à l'époque, il n'y a pas d'observation astronomique convaincante, et encore moins d'observation cosmologique. Vous savez aussi que Pythagore était féru des nombres, de l'arithmétique et de musique, et donc c'est lui qui a découvert le système des cordes vibrantes, qui a commencé à expliquer comment effectivement on obtenait des gammes naturelles, la gamme harmonique, en divisant des longueurs de cordes en 2, on a l'octave, en 3, on a la quinte, etc., etc. Donc c'est lui qui a construit les premières gammes musicales en correspondance avec les divisions, les fractions entre nombres entiers. Voilà. Et donc cette influence sur l'application de l'arithmétique à la musique et également une correspondance avec les astres, parce que n'oublions pas qu'à l'époque, il y avait 7 astres connus, et ça correspond justement aux 7 notes naturelles de la gamme harmonique pour compléter une octave. Donc, pendant des siècles et des siècles, à la fois les astronomes, les mathématiciens et les musiciens verront une analogie entre les répartitions des orbes célestes et les notes musicales, conceptions qui seront très florissantes, y compris à l'époque de Kepler. Alors maintenant, une autre incursion auprès de ces personnages-là, qui sont 2 philosophes appartenant à une école très profonde, une pensée très profonde qu'on appelle l'école des atomistes, Démocrite et Leucippe. En fait, les représentants les plus connus sont Épicure, et c'est en fait Épicure qui est représenté dans la fresque de Raphaël, et puis un personnage qui n'est pas représenté, qui est Lucrèce, qui était un poète, lui, écrivant en latin, mais qui a été donc le plus brillant porte-parole de la philosophie atomiste. Alors l'originalité extraordinaire de la philosophie atomiste, c'est d'une part, comme son nom l'indique, de supposer que le monde matériel se réduit en dernière analyse à des particules élémentaires insécables, c'est-à-dire atomos, qui veut dire insécable. Ce sont des atomes qui constituent en fait donc tout corps, aussi bien les corps célestes que les corps biologiques, etc., etc. Et tout cela au sein d'un espace infini et illimité. Il y a donc un nombre infini d'atomes dans l'univers. Les combinaisons des atomes entre eux forment des corps. Ça peut être des astres, ça peut être des êtres humains, ça peut être des animaux, des plantes, etc. Et les combinaisons sont fortuites, donc tout est le résultat du hasard. Toute configuration est un agrégat fortuit de matière qui vit le temps que la configuration
tient. Donc c'est une conception extrêmement matérialiste qui évidemment rencontrera évidemment beaucoup d'opposition, notamment de la part des autorités religieuses au cours des siècles. Voilà. Alors l'une des conséquences inéluctables et très profondes de cette vision d'un espace sans doute illimité et d'un nombre infini de corps, c'est la pluralité des mondes, c'est-à-dire l'idée que évidemment du coup la Terre n'est qu'une configuration parmi d'autres, correspondant à un ensemble de combinaisons finies, et d'autres combinaisons finies vont se produire ailleurs dans l'univers. Donc il doit y avoir d'autres terres, d'autres êtres vivants, et ainsi de suite. C'est vraiment cette grande idée de la pluralité des mondes. Donc ça, c'était un petit extrait du texte de Lucrèce que je vous invite à lire. C'est un magnifique poème extraordinaire, d'une profondeur et d'une écriture absolument magnifique, avec donc, j'ai souligné ces questions relatives à l'infini. L'univers n'a pas de limite, des germes innombrables à l'infini, et de l'éternité du temps qui joue également un rôle, et donc la conclusion inéluctable. Il s'est formé ailleurs d'autres agrégats de matière semblables à ceux de notre monde. On revient au tableau, et les deux personnages centraux, c'est évidemment Platon et Aristote. Alors vous savez que Platon, lorsqu'il a fondé son académie, accordait une importance majeure à l'usage de la géométrie, et notamment la géométrie pour faire de l'astronomie. Il disait que ça ne servait à rien de regarder le ciel pour observer simplement la beauté des astres. Il fallait faire d'abord des mathématiques, c'est-à-dire essentiellement de la géométrie, pour essayer de comprendre comment fonctionnait le ciel. Alors, Platon n'était pas lui-même mathématicien, même s'il y a des figures géométriques comme les solides, les polyèdres réguliers, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir, qu'on appelle solides platoniciens, mais il a accueilli dans son académie de très brillants mathématiciens, notamment Eudoxe, qui était un très brillant mathématicien. Alors en fait, c'est avec Platon et Aristote que se forge une conception cosmologique, un véritable système du monde qui va perdurer à peu près jusqu'à l'époque de Copernic, donc qui va supplanter toute autre conception proposée par exemple par les atomistes ou par d'autres écoles philosophiques, conception que l'on trouve donc dans divers traités, notamment le traité du ciel d'Aristote, le Timée de Platon et ainsi de suite. C'est l'idée en fait que le monde, le cosmos, est divisé en deux régions. Ce qu'on va appeler la région supralunaire, c'est tout ce qui est au-delà de l'orbite de la Lune. C'est le monde, le ciel, quoi. Et c'est un monde apparemment parfait, puisque de toute façon, apparemment, effectivement, les orbites des astres sont circulaires. Et les cercles, c'est la représentation de la figure parfaite par excellence. Au contraire, le monde d'en bas, de la Terre jusqu'à la Lune, c'est-à-dire le monde sublunaire, il est évidemment imparfait. Il est soumis aux éléments constamment changeants, la terre, l'eau, l'air et le feu. Et les combinaisons entre ces éléments font que toutes les configurations matérielles ici-bas évoluent. Notamment, les êtres naissent, vivent et meurent. Donc il y a du changement ici-bas, tandis que là-haut, il n'y a pas de changement. Donc vous voyez que dans cette conception-là, il y a deux physiques différentes. La physique d'en haut et la physique d'en bas ne sont pas unifiées. Il faudra attendre Galilée, pratiquement 2000 ans plus tard, pour unifier les deux physiques. Donc malgré tout, on a une conception qui permet d'élaborer un système du monde qui est assez intéressant en soi. Donc comme je vous le disais, la géométrisation finalement de l'organisation du cosmos, selon Platon et Aristote, c'est donc les trajectoires des astres, des cercles et des sphères, le symbole de la perfection, et la géométrisation des éléments qui vont donc expliquer en fait les phénomènes d'ici-bas, la terre, l'eau, l'air et le feu, et un cinquième élément, la quintessence, est en termes donc de ces solides, ces 5 solides réguliers, déjà connus de l'époque de Platon, et dont le grand mathématicien Euclide, quelque temps plus tard, démontrera qu'il n'y en a effectivement que 5, et pas d'autres. Alors voici par exemple donc, le système du monde tel qu'il est proposé par Platon. C'est un système dit géocentrique, c'est-à-dire la Terre est au centre de l'univers. Elle ne tourne pas sur elle-même, elle est absolument fixe. Donc c'est l'ensemble des astres qui tournent autour. Alors ça explique parfaitement évidemment les apparences, puisqu'il suffit de regarder le ciel, et voir le soleil qui tourne, la lune qui tourne, les étoiles qui tournent, etc. Voilà. Donc il y a un certain ordre supposé. Donc vous voyez, mise en échelle, la Terre. Au-dessus de la Terre, il y a l'eau. Au-dessus de l'eau, il y a l'air. C'est-à-dire on va du plus lourd au plus léger. Attention, si la Terre est au centre du monde, ce n'est pas parce que la Terre est le lieu le plus important de l'univers, comme le prétendront plus tard les théologiens chrétiens lorsqu'ils récupéreront le système d'Aristote. À cette époque-là, c'est l'inverse, parce que la Terre est l'élément le plus vil du cosmos, le plus corrompu.
c'est l'élément le plus grave et le plus lourd, donc il est au bas de toute chose, il est au fond, et le fond, ça ne peut être que le centre. C'est pour ça que la Terre est au centre de l'univers. Ce n'est pas pour glorifier sa place. Hein. Alors donc on a la Terre au plus lourd, au-dessus de la Terre, on va du plus lourd au plus léger, donc l'eau, puis l'air, puis le feu. Après on passe progressivement à travers la quintessence vers le monde parfait, et puis après donc il y a les orbites supposées, Terre, Lune, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, qui sont évidemment les seuls astres visibles à l'œil, les seules planètes visibles à l'œil nu, puis les étoiles fixes qui sont toutes supposées à la même distance, et le monde s'arrête là. Il y a une frontière à ce monde-là, et évidemment on ne sait pas ce qu'il y a au-delà, on ne peut rien dire. Ce n'est plus le monde matériel, ce n'est plus le monde physique. Il y a une variante de ce système-là, une petite variante, simplement dans l'ordre des planètes, qui est plutôt le système défendu par Aristote, qui sera au cours du temps défendu notamment par Archimède et surtout par Ptolémée, Alphonse le Sage, etc., et qui tiendra, donc c'est celui-là qui tiendra jusqu'à l'époque de Copernic et même jusqu'à l'époque de Kepler et de Galilée. Le système est toujours géocentrique, mais simplement cette fois-ci, vous voyez que Mercure et Vénus sont en dessous du Soleil et non pas au-delà du Soleil. Hein, voilà. Donc c'est voilà, petit changement dans l'ordre des planètes, mais les astronomes au cours du temps ont beaucoup discuté justement des positions relatives de Mercure et de Vénus, qui sont évidemment toujours très près du Soleil, et du Soleil lui-même, pour savoir si c'est en dessous du Soleil ou au-delà du Soleil. Avec également l'adjonction, puisqu'il faut faire tourner toutes ces sphères autour de la Terre, et imaginer que les sphères très lointaines doivent tourner à des vitesses absolument phénoménales pour faire un tour complet en 24 heures, vous imaginez les étoiles, il faut une sorte de mécanique que Aristote appelait le premier moteur. Voilà. Alors cette conception se retrouvera adaptée beaucoup plus tard au Moyen-Âge, dans les systèmes aristotélo-chrétiens, où on verra carrément des engrenages dans certaines représentations médiévales avec des anges qui font tourner la manivelle pour faire tourner l'ensemble des sphères célestes autour de la Terre, qui reste absolument fixe. Une autre variante, défendue donc par d'autres penseurs, c'est le système dit égyptien, toujours géocentrique, bien entendu. Et là, c'est une variante qui est intéressante au regard de ce qui se passera au XVIIe siècle, enfin XVIe, XVIIe siècle, avec le système de Tycho Brahe notamment, dont je vous parlerai la semaine prochaine, c'est qu'en fait, l'ensemble ne tourne pas tout autour de la Terre, parce qu'il y a quand même Mercure et Vénus, toujours ces deux planètes qui posent problème, elles tournent quand même autour du Soleil. Hein, vous voyez la petite différence. Tout le reste tourne autour de la Terre, mais on a Mercure et Vénus qui tournent autour du Soleil. Voilà. Pour les astronomes, ça a effectivement certains avantages pour expliquer les positions, les variations annuelles des planètes. Il est évident que tous ces systèmes que je vous montre sont des systèmes qui ont un bord. Ce sont des espaces finis. Hein, on n'est pas dans la philosophie atomiste de l'univers illimité, on est dans un monde clos. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà de la frontière ? Alors, grande question. Alors déjà, les pythagoriciens avaient émis cette objection qu'on appelle le paradoxe du bord. Imaginons qu'il y ait vraiment un bord, admettons que ce soit les étoiles fixes par exemple. Alors imaginons que l'on puisse se rendre à ce bord-là, et le philosophe tend la main ou un bâton ou lance un javelot. Enfin, il y a plein de variantes selon les textes qui parlent de ce paradoxe du bord. Où va la main? Est-ce qu'elle disparaît dans le néant parce qu'on sort du monde matériel, ou est-ce que le monde s'agrandit? La main agrandit l'espace. Mais alors ça veut dire que si la main agrandit l'espace, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bord. Et donc c'est un paradoxe qui ne peut pas être résolu. Et en fait qui ne sera pas résolu avant le 19e siècle, c'est-à-dire avant l'invention de ce qu'on appelle les géométries non euclidiennes, qui permettent de considérer en fait des espaces cohérents, des espaces mathématiques qui sont finis, mais qui n'ont pas de frontières. Bon, je ne vous en parlerai pas parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais donc ce paradoxe du bord a fait couler beaucoup d'encre. Cela dit, ça n'a pas suffi à bloquer le système d'univers fini avec bord, puisque je vous dis que c'est quand même ce système qui s'est imposé jusqu'à l'époque jusqu'au XVIIe siècle. Alors, toujours, école d'Athènes, cette fois-ci, un zoom sur ce personnage-là. Et on arrive enfin, ça y est, à l'école des astronomes et des mathématiciens d'Alexandrie. Voilà. C'est Euclide. Voilà, le mathématicien Euclide, ici vous le voyez dessiné avec un compas sur une ardoise. Alors il est probable qu'Euclide, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, n'utilisait très probablement pas un compas et une ardoise, mais simplement il faisait des figures sur le sable avec un bâton, et il donnait ses cours
de géométrie en utilisant donc ce bâton d'Euclide, voilà, qui servait également par exemple de gnomon, c'est-à-dire pour mesurer la longueur des ombres et donc pour faire également de l'astronomie. Mathématiques, astronomie déjà liées à cette époque. Alors on arrive donc en fait à cette grande école de savants philosophes, astronomes, mathématiciens qui ont tous vécu à Alexandrie. Alors je vous rappelle donc qu'Alexandrie, c'est l'une des nombreuses villes fondées par Alexandre le Grand. Elle a été fondée vers 330 avant Jésus-Christ. Et à la mort d'Alexandre le Grand, donc son empire a été partagé entre ses principaux généraux, ce qu'on appelle les diadoques en général. Et donc l'un de ses généraux favoris, qui s'appelait Ptolémée, peut-être son demi-frère, a choisi l'Égypte. Il a effectivement anticipé que l'Égypte allait jouer un rôle clé après dans le monde méditerranéen et influencé par un ancien élève du lycée d'Aristote qui s'appelait Démétrios de Phalère. Il a voulu construire donc, c'était Alexandre le Grand qui avait fait construire Alexandrie sur les plans d'une cité idéale telle qu'elle avait été imaginée par Aristote, car Aristote avait été le précepteur d'Alexandre le Grand. Et donc Ptolémée va considérablement développer Alexandrie pour en faire un foyer, à la fois le foyer commercial de toute la Méditerranée, mais également surtout un foyer intellectuel sur les conseils donc de ce Démétrios de Phalère, exilé d'Athènes, qui va lui dire que pour être un grand souverain, il ne suffit pas d'amasser les richesses et de conquérir des territoires, il faut aussi accueillir les savants, il faut traduire les textes du monde entier, il faut accumuler le savoir. Et c'est la naissance donc du fameux musée d'Alexandrie, le temple consacré aux muses du savoir. Et dans ce musée, une sorte de préfiguration des grands instituts scientifiques nationaux d'aujourd'hui vont être accueillis, donc hébergés, logés, nourris, etc. Les savants, les philosophes, les astronomes, les mathématiciens, les médecins, etc. pour poursuivre en toute quiétude leurs travaux, pour faire évoluer les savoirs. Et puis un élément clé du musée d'Alexandrie, c'est la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, avec donc le projet apparemment fou de rassembler tous les livres possibles du monde, y compris ceux donc, des pays étrangers, les pays soi-disant barbares, où il y a certainement un savoir tout de même dans ces pays barbares, et donc avec une énorme entreprise également de traduction de tous ces ouvrages venant de tous les pays, traduire en grec, parce qu'ici on en est en Égypte, mais dans le monde grec, donc tout ça, ça se passe en langue grecque, pour constituer donc la bibliothèque, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Donc c'est cette bibliothèque dont je raconte qui a vécu à peu près 1000 ans entre sa création et sa présumée destruction. Il y en a eu plusieurs, j'aurai l'occasion d'en reparler. Donc c'est ces 1000 ans d'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie que je raconte en partie donc, dans cet ouvrage, Le bâton d'Euclide, qui existe également en édition de poche. Voilà. Et donc à travers les 1000 ans de la bibliothèque d'Alexandrie, il y a la possibilité de raconter justement les vies étonnantes de ces philosophes, poètes, penseurs, astronomes, mathématiciens qui ont tous vécu et travaillé au musée d'Alexandrie sur donc, une très très longue période. Et Euclide a fait partie justement de la première génération de savants venus de quelque part dans la Méditerranée, probablement du Nil grec, appelés par le roi Ptolémée pour fonder une école de mathématiques et d'astronomie à Alexandrie. Et il aura effectivement beaucoup d'élèves. Et tout va démarrer. Alors ça, c'est une mosaïque représentant comment la cité d'Alexandrie pouvait être très florissante à cette époque. Ça, c'est une autre représentation imaginaire de ce que pouvait être la bibliothèque d'Alexandrie, avec au départ, évidemment, les rouleaux étaient des rouleaux de papyrus, donc bien avant l'invention du parchemin, qui sera inventée d'ailleurs par une bibliothèque rivale, la bibliothèque de Pergame, une ville d'Asie mineure, dont il reste aujourd'hui de très très belles ruines d'ailleurs. La bibliothèque de Pergame, qui pendant quelque temps a voulu rivaliser avec la bibliothèque d'Alexandrie, et donc c'est l'un des épisodes que je raconte dans le livre, la guerre des bibliothèques, une véritable guerre intellectuelle entre ces deux bibliothèques pour savoir laquelle aurait la prééminence dans le monde grec. Et à un moment, la bibliothèque d'Alexandrie, en fait la reine Cléopâtre, enfin c'est pas la Cléopâtre que vous connaissez, il y a eu toute une dynastie de reines qui s'appelait Cléopâtre, a décidé de faire l'embargo sur l'exportation de papyrus pour empêcher les libraires de Pergame, les bibliothécaires, de copier des textes, pour empêcher, donc pour bloquer la production de nouveaux livres. Voilà.
Et donc, en fait, ils ont fait venir tout un ensemble de personnes, des savants, etc., pour essayer de trouver un autre support d'écriture. Et donc, un berger est arrivé et a tendu une peau de mouton et une peau de veau et a expliqué que, selon une vieille tradition indienne, a expliqué qu'on pouvait écrire sur cette peau animale qu'on a appelée donc le papier de Pergame, Pergamana, c'est devenu le parchemin. Voilà comment, en fait, le parchemin a été inventé à cause de l'embargo ordonné par l'Égypte sur l'exportation de papyrus. Et ça, c'est une tentative de reconstitution moderne de à quoi pouvait ressembler l'intérieur du musée d'Alexandrie. Voilà, un lieu assez confortable, apparemment. Parmi toutes les ruines qui sont actuellement explorées par les archéologues à Alexandrie, on en parle beaucoup, hein, beaucoup sont malheureusement sous la mer, mais on a vu des expositions magnifiques récemment. On pense que la localisation de la bibliothèque d'Alexandrie, c'est peut-être le seul endroit que l'on n'a pas vraiment retrouvé, ainsi que le tombeau d'Alexandre le Grand. Hein, à peu près tout le reste a été retrouvé. Donc, comme je vous le disais, pour faire bref, à Alexandrie se sont succédés toute une succession donc, de grands astronomes, mathématiciens, philosophes, mais également des poètes. Donc, par exemple, il y a eu un grand poète particulièrement à Alexandrie qui s'appelait Callimaque, qui était également bibliothécaire. La charge de bibliothécaire était extrêmement importante, car souvent le bibliothécaire était précepteur des enfants du roi. Et donc, notamment, l'une des histoires... Alors, ici, je mets deux petits poèmes de deux poètes grecs liés à Alexandrie. Donc, Aratos est l'auteur d'un vaste poème astronomique qui s'appelle Les Phénomènes, dans lequel il donne des descriptions du ciel en termes très lyriques, les constellations connues à l'époque. Un texte qui aura une renommée extraordinaire dans tout le monde antique. Quant à Callimaque, il a écrit donc notamment un poème dans lequel il explique une légende qui serait en fait le baptême de la constellation qu'on appelle aujourd'hui la chevelure de Bérénice. L'histoire brièvement c'est celle-là. La reine d'Égypte Bérénice, voyant son mari Pharaon partir en guerre contre l'ennemi, a offert sa très belle chevelure à la déesse dans un temple pour effectivement que la déesse veille sur la vie de son mari. Son mari revient effectivement sain et sauf de la guerre et simplement entre-temps la chevelure a été dérobée dans le temple et donc le roi et la reine sont furieux, ils veulent chercher les coupables, les voleurs, les exécuter, etc. Et puis l'un des astronomes qui s'appelait Conon de Samos, qui est l'astronome royal, essaie de calmer le jeu en leur expliquant qu'en fait la chevelure n'a pas été dérobée par un humain, mais elle a été enlevée par les dieux et emmenée au ciel et devenue une constellation, la chevelure de Bérénice. Et c'est donc ce que raconte ce poème de Callimaque. Alors parmi les très grands penseurs qui ont vécu et travaillé à Alexandrie, il y a Ératosthène. Donc vous voyez ici ces dates d'exercice. Un personnage extraordinaire, on l'a appelé athlète du savoir, car il a cumulé absolument tous les dons et toutes les compétences. D'abord, il était bibliothécaire, en chef, une très lourde charge, précepteur des enfants du roi, très brillant mathématicien. On lui doit de nombreuses découvertes, notamment ce qu'on appelle le crible d'Ératosthène, qui est une méthode pour trouver les nombres premiers, par exemple. Il a beaucoup correspondu avec Archimède sur des problèmes mathématiques. Très grand géographe. Et puis, comme vous allez le voir, effectivement, un grand astronome. Il a fait également des cartes du ciel, des catalogues d'étoiles, etc. Mais surtout, donc, aujourd'hui, ce qui reste de lui, c'est cet exploit consistant à mesurer la circonférence de la Terre avec une très grande précision en utilisant les lois de la géométrie euclidienne. Donc on voit bien Euclide, c'est le fondateur de cette école. Avec les éléments de la géométrie d'Euclide, pendant des siècles, on va exploiter ces éléments pour arpenter l'univers, commencer par mesurer la Terre, après on va mesurer les distances de la Lune, du Soleil, et peut-être même la taille de l'univers en appliquant les lois de la géométrie. Alors l'histoire d'Ératosthène, vous la connaissez sans doute, mais je vous la rappelle. Il avait entendu dire que dans cette ville du sud de l'Égypte, Syène, qui correspond à l'actuelle Assouan, le jour du solstice d'été, c'est-à-dire le 21 juin, les rayons du soleil sont exactement perpendiculaires. Parce qu'en fait, Syène se trouve tout simplement sur la ligne des tropiques. Hein, voilà. Donc en fait, il y avait un puits très profond creusé à Syène, et juste à cette époque de l'année, à midi ce jour-là, on pouvait voir le fond du puits éclairé par le soleil. Donc le soleil était à la verticale. Or,
Ératosthène, qui vivait lui à Alexandrie, savait très bien que ce jour-là, à midi, les rayons de soleil n'étaient pas perpendiculaires, mais qu'ils faisaient une ombre avec les monuments. Et donc, Ératosthène a fait le raisonnement géométrique. Si je mesure l'angle des rayons du soleil, c'est-à-dire la longueur de l'ombre rapportée à la hauteur du monument, eh bien, je vais en déduire une propriété très intéressante sur la circonférence terrestre. En effet, le raisonnement, c'est le suivant. Voici la Terre. Le Soleil, donc extrêmement lointain, disons à l'infini. Donc, le jour du solstice, ces rayons sont perpendiculaires. Mais un peu plus au nord, à Alexandrie, à peu près sur le même méridien, ils font un angle. La géométrie élémentaire dit que ces deux angles sont égaux, c'est-à-dire en mesurant la longueur de l'ombre de la colonne, par exemple, on mesure l'angle qui est ici. Cet angle-là, c'est égal à cet angle-là. Cet angle-là donne donc l'arc qui sépare Sienne de Alexandrie. L'angle est mesuré, il fait 7 degrés 10, c'est exactement 1/50 de 360 degrés, 7 degrés 10. Donc pour trouver la circonférence terrestre, il suffira de multiplier par 50 la distance entre Sienne et Alexandrie. Alors reste après à mesurer effectivement, physiquement, la distance entre Sienne et Alexandrie, non plus la distance angulaire cette fois-ci, mais la distance en unité de l'époque, qui était par exemple le stade, la longueur du stade d'Olympie. Et donc Ératosthène a également utilisé des méthodes statistiques très intéressantes, où il a fait divers recoupements entre notamment des récits de Caravagné, également les données fournies par ce qu'on appelle les bématistes, qui étaient des marcheurs professionnels, qui existait à l'époque, qui étaient payés pour arpenter les routes et les mesurer en comptant le nombre de pas. Et tout un ensemble de choses, en étudiant les cadastres, etc., etc. Il a trouvé effectivement donc, que la distance entre Sienne et Alexandrie était de 50 000 stades, et en multipliant par 50, ça fait 250 000 stades pour la circonférence terrestre. Et le stade d'Olympie, valant ce qu'il valait, ça donne 40 400 km, c'est-à-dire une valeur incroyablement proche de la valeur moderne. Voilà. Donc voici l'un des premiers grands exploits intellectuels dus à l'application de la géométrie euclidienne pour essayer de mesurer un petit peu les objets de l'univers. Alors une étape suivante, même si elle s'est produite un petit peu avant, est due à Aristarque de Samos, lui qui a tenter carrément de mesurer les distances relatives de la Lune et du Soleil par rapport à la Terre. Alors là également, il utilise un raisonnement géométrique très intéressant. Il se dit que lorsque la Lune est à son premier quartier, c'est-à-dire exactement éclairée à moitié par le Soleil, eh bien on a forcément une configuration géométrique où on a un triangle rectangle avec l'angle droit qui est ici. Donc après, il se dit que si à cette époque où la Lune est à son premier quartier, on peut voir simultanément au-dessus de l'horizon la Lune et le Soleil, c'est pas évident, hein, parce que souvent la Lune au premier quartier, elle est trop dans le ciel et le Soleil il est caché sous l'horizon, mais il y a des époques de l'année où on peut voir les deux. Eh bien, il se dit qu'en mesurant l'angle que font les directions de la Lune et du Soleil, et en appliquant la trigonométrie déjà connue à l'époque, toujours grâce à Euclide, le rapport des distances Terre-Lune sur Terre-Soleil est égal au cosinus de cet angle. Voilà, ça vous rappelle peut-être de mauvais souvenirs de géométrie. Vous voyez comment en fait la géométrie peut servir à faire des choses aussi magnifiques que comme ça, en faisant une mesure de visée angulaire, on arrive à mesurer les rapports de distance de la Lune et du Soleil. Voilà. Je pense que souvent, beaucoup de mathématiques devaient être souvent apprises comme ça, encore aujourd'hui, à l'école, pour montrer la grandeur, en fait, et la beauté de ce qu'est la géométrie pour arpenter l'univers. Donc, Aristarque de Samos fait la mesure. C'est une mesure qui est difficile à faire, parce que l'angle, vous imaginez qu'il est très très proche de 90 degrés, parce que, évidemment, le Soleil est extraordinairement loin, en fait. Hein. Donc, cet angle-là, il est quasiment zéro. Presque zéro, donc cet angle-là est nécessairement très proche de 90 degrés, parce que vous savez que la somme des angles total doit faire 180 degrés. Hein, voilà. Alors donc Aristarque mesure 87 degrés, et il en déduit la valeur de la distance Terre-Soleil, c'est 1 sur cosinus 87 degrés, ça fait 20 fois la distance Terre-Lune. Alors en fait, il s'est trompé. Alors, c'est déjà un grand progrès par rapport à ce qu'on croyait précédemment. C'est-à-dire, déjà, le Soleil trouve que le Soleil est beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Donc, il agrandit l'univers, premièrement. Cela dit, il a encore très sous-estimé les choses, parce que si on devait faire très correctement la mesure, on trouverait 89,8 degrés. Et 1 sur cosinus 89,8 degrés, ça fait 400. C'est-à-dire, le Soleil est en fait 400 fois plus loin que la Terre. Mais déjà, c'était un grand progrès, hein, le fait de trouver qu'il était 20 fois plus loin que la Lune. Dans un autre traité, plus compliqué, par des arguments un peu plus compliqués faisant intervenir les éclipses, que je vous épargne, Aristarque détermine également, cette fois-ci, le diamètre du Soleil.
et il trouve que le diamètre du Soleil est au moins 7 fois celui de la Terre. Donc ça veut dire qu'en volume, c'est 7 au cube. Donc ça veut dire que le Soleil est beaucoup plus gros que la Terre. Là encore, il a largement sous-estimé, puisque la valeur réelle, le Soleil est 109 fois plus grand que la Terre en taille, donc en volume ça fait 1 million à peu près. Mais donc, toujours est-il qu'Aristarque trouve que le Soleil est beaucoup plus gros que la Terre. Et c'est là où il émet une hypothèse, dans un ouvrage aujourd'hui perdu, qui s'appelait l'hypothèse justement, alors qu'il reste un de ces traités qui a été redécouvert, qui s'appelle le traité des distances de la Terre, de la Lune et du Soleil, qui lui reste, dans lequel il explique ça. Le traité où il faut l'hypothèse dite héliocentrique est perdu, mais donc on le sait par des commentateurs successifs. Le raisonnement qu'il a fait, c'est le suivant. Il est tout à fait illogique de supposer qu'un corps aussi gros que le Soleil tourne autour de la Terre. La Terre est minuscule par rapport au Soleil. Il est normal que ce soit le Soleil qui soit au centre du système du monde. Donc c'est ce qu'on appelle le système héliocentrique, qui préfigure évidemment Copernic avec pratiquement 2000 ans d'avance. Aristarque ne sera pas cru ni compris, il sera même accusé d'impiété, il aura droit à un procès donc avant Galilée. Donc il y a d'ailleurs une scène que j'ai reproduite dans le roman, enfin que j'ai reconstituée, que j'ai réimaginée, qui ressemble finalement à un procès de Galilée avant la lettre, où devant ces juges, où il y a à la fois le roi qui essaie réellement de comprendre, parce que les rois de cette époque suivaient les cours de géométrie des mathématiciens. Il y en a beaucoup qui feraient bien de suivre l'exemple actuellement. Mais également devant évidemment les prêtres, etc. Et donc Aristarque s'est défendu et donc il a été accusé d'impiété pour avoir osé déranger la Terre du centre du monde, et on dit qu'il a été exilé. Donc les idées d'Aristarque ont été quasiment oubliées. Toujours est-il qu'il avait donc proposé ce fameux système héliocentrique dans lequel la Terre est affectée d'un double mouvement, non seulement autour du Soleil, mais surtout le mouvement également sur elle-même, qui avait déjà été proposé par des philosophes de l'école pythagoricienne, pour expliquer d'abord le mouvement en 24 heures, le mouvement général, et puis après le long mouvement annuel autour du Soleil. Voilà. Donc c'est ce qui deviendra effectivement le système de Copernic bien des siècles plus tard. Toujours à Alexandrie, donc beaucoup de mathématiciens et d'astronomes. Parmi les plus remarquables, il y a le grand Hipparque qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ, à une époque où déjà il y avait énormément de problèmes politiques, les rois, les reines s'empoisonnaient, se déchiraient entre eux, etc. etc. Donc maintes fois le musée d'Alexandrie survivait plus ou moins à tous ces problèmes-là. En tout cas, Hipparque a travaillé à Alexandrie, on lui doit énormément de découvertes astronomiques. Et on lui attribue notamment sinon l'invention, du moins le perfectionnement de ce fantastique instrument qui s'appelle l'astrolabe, et qui sera après ultérieurement développé par les Arabes, qui est une sorte donc effectivement de preneur d'étoiles. C'est l'étymologie même du mot astrolabe, qui est un appareil extraordinaire qui permet effectivement, en fonction donc du repérage des étoiles brillantes, de se repérer à la fois dans le temps et dans l'espace sur Terre. Voilà. Et puis donc on lui doit un grand nombre de découvertes, un premier catalogue d'étoiles et la découverte de ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Et puis également des tentatives géométriques de plus en plus subtiles pour expliquer en fait les trajectoires énigmatiques des planètes. Les planètes, on s'est aperçu assez tôt qu'il ne suffit pas de dire qu'elles tournent autour de la Terre, parce qu'on voit bien qu'au cours de l'année, les trajets des planètes sur le fond lointain des étoiles varient. Donc il faut des mouvements plus compliqués qu'un simple cercle autour de la Terre. Alors voici par exemple le mouvement de la planète Mars sur le fond d'étoiles, et vous voyez que Mars fait des boucles. C'est-à-dire tantôt il avance dans une certaine direction, puis il se met à rétrograder, toujours par rapport au fond lointain. Donc vous faites abstraction du mouvement diurne en 24 heures, hein. Considérez la toile de fond fixe, les étoiles fixes, et vous mesurez les trajectoires des planètes au cours de l'année. Et par exemple, donc, certaines planètes font ces boucles-là. Donc il est clair que ce système-là où Mars tourne autour de la Terre juste ne peut pas expliquer une boucle. Alors c'est là que les astronomes et mathématiciens ont commencé à réfléchir sur des explications géométriques possibles de ces boucles, toujours en faisant intervenir la figure parfaite qu'est le cercle, parce que toujours à cette époque, on pense que nécessairement tous les mouvements du monde d'en haut doivent être des cercles. Alors donc on invente ce qu'on appelle l'épicycle, c'est-à-dire quand la planète, au lieu de tourner directement sur un cercle, elle tourne sur un petit cercle dont le centre, lui, tourne sur un grand cercle. Vous voyez ?
Donc le grand cercle s'appelle le déférent et la planète n'est jamais sur le déférent, elle tourne sur ce petit cercle qu'on appelle l'épicycle. Voilà, et l'ensemble tourne. Alors les astronomes essaient de perfectionner ce système pour rendre compte des observations astronomiques, comme on disait à l'époque, pour sauver les apparences. On s'est aperçu que ça ne suffisait pas pour expliquer très précisément les trajets des planètes. Alors, on va décaler, et ça c'est Hipparque qui le propose, on va dire que la Terre n'est pas au centre du déférent. Le centre du déférent est décalé de la Terre. Ça marche un petit peu mieux, mais ça ne marche pas encore tout à fait bien. Et c'est le grand astronome Ptolémée qui va marquer un petit peu le couronnement de toute cette astronomie géométrique, qui va encore compliquer le système en invoquant un point particulier qui s'appelle le point équant, par rapport auquel, donc qui n'est pas le centre du cercle, qui n'est pas la Terre, mais un point artificiel depuis lequel les mouvements des planètes seront vus à vitesse uniforme. Bon, tout un ensemble donc de présupposés, mais qui explique assez bien le mouvement donc apparent des planètes, puisque quand on développe donc au cours du temps les trajets des planètes avec ces cercles qui roulent, vous voyez qu'on peut reproduire les boucles qui sont observées. Donc on a une astronomie mathématique qui a été proposée donc par Ptolémée dans ce traité extraordinaire qui s'appelle la syntaxe mathématique et qui, lorsqu'a été donc redécouvert par les Arabes, va être appelé le plus grand de tous les livres, Al-Majesti, qui est donc c'est devenu l'Almageste. Donc dans l'Almageste, il y a donc cette organisation générale du monde, toujours le système géocentrique bien entendu, mais avec donc des mathématiques très sophistiquées pour expliquer en détail le mouvement annuel des planètes, etc. C'est un système qui évidemment s'est avéré plus tard totalement faux, mais qui est extraordinairement performant, puisque c'est un système qui permettait de prédire avec une assez bonne précision les positions de toutes les planètes dans le ciel, les occurrences des éclipses, etc., plusieurs centaines d'années à l'avance, voire plusieurs milliers d'années à l'avance. Donc un exploit extraordinaire de la pensée astronomique. Et Ptolémée est également responsable, dans une annexe à l'Almageste, d'un fameux catalogue d'étoiles, de 1048 étoiles classées par ordre de brillance de chacune dans les constellations, etc. Donc en fait, Ptolémée, c'est l'astronome emblématique de toute cette période des astronomes grecs vivant à Alexandrie. Et c'est vraiment donc le système astronomique de Ptolémée qui va s'imposer pendant longtemps. Et Ptolémée est également auteur d'une célèbre traité de géographie, c'est-à-dire une description en fait de ce qu'on appelle l'œcumène, c'est-à-dire le monde connu à l'époque, avec l'idée de diviser déjà le monde en méridiens et en parallèles, donc pour définir des latitudes et des longitudes, des systèmes de coordonnées terrestres et ainsi de suite, avec des estimations sur la taille de la Terre, c'est-à-dire la circonférence terrestre, qu'il estime d'ailleurs inférieure à celle qu'avait proposée Ératosthène. Voilà. Alors, à propos de la bibliothèque d'Alexandrie, on a tous entendu parler des différentes incendies en fait qui ont affecté la vie de la bibliothèque. Alors peut-être le plus connu d'entre eux, c'est celui qui a eu lieu lors de la visite de César donc en Égypte pour régler un problème de succession. Donc ça c'est un tableau ultérieur signalant la fameuse scène de la rencontre de César et de la reine Cléopâtre, et puis donc pris dans une sorte de piège dans le palais du roi. En fait, César fait jeter des flambeaux sur les navires égyptiens qui sont dans le port. Bon, ça vous reconnaissez, c'est l'extrait de la scène d'un film hollywoodien sur César et Cléopâtre. Et donc, en fait, le feu des navires se serait propagé sur les quais du port. Et sur les quais du port, il y avait des entrepôts dans lesquels il y avait des livres. Voilà. Alors donc en fait, c'est pas la bibliothèque elle-même, probablement tout entière, qui a brûlé lors de cet incendie en 48 avant Jésus-Christ, mais on estime, selon les auteurs, parce qu'il y a plusieurs récits contradictoires, que peut-être 40 à 50 000 rouleaux, l'équivalent de livres, ont été brûlés, alors que la bibliothèque principale devait en abriter entre 500 et 700 000. Donc ça n'a pas été du tout la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. De toute façon, on sait que après l'assassinat de César,
il avait épousé Cléopâtre, comme vous le savez. Lorsqu'il a été assassiné, après, il y a eu Antoine, qui est devenu donc l'amant de Cléopâtre, et Antoine a offert à Alexandrie, pour excuser un petit peu l'incendie de la bibliothèque, a offert la bibliothèque de Pergame, qui avait en fait été récupérée par les Romains. Hein, et il y avait plusieurs centaines de milliers de livres. Voilà, donc évidemment, la vie continue à Alexandrie, la vie intellectuelle continue, et la bibliothèque d'Alexandrie continue. Alors on trouve encore donc, de grands savants, donc très rapidement, j'en cite quelques-uns, un très grand ingénieur qui s'appelle Héron d'Alexandrie, qui est notamment auteur d'un traité qui s'appelle les pneumatiques, dans lequel il utilise en fait la force de pression de la vapeur d'eau pour imaginer tout un tas de machines, et notamment c'est l'inventeur de la cocotte minute. C'est-à-dire là ce que vous voyez là, cet appareil-là, c'est en fait l'ancêtre de notre cocotte minute. Voilà. Et puis vous avez un très très grand mathématicien qui a vécu un peu plus tard, au IIIe siècle, qui s'appelait Diophante, qui a notamment donc écrit des traités sur certaines équations dites diophantiennes, qui ont été un véritable casse-tête pour des générations et des générations de mathématiciens. Et c'est dans les équations diophantiennes que se trouvait notamment la formulation du fameux théorème de Fermat, donc qui a connu une longue histoire. Donc vous voyez toujours une école très brillante de mathématiciens. Alors il y a eu d'autres incendies de la bibliothèque d'Alexandrie, parce que tout simplement il y a eu des époques évidemment où il y a eu des guerres et de grands changements. Ici on est à l'époque où donc en fait le christianisme est en train de devenir la religion dominante, et à son tour c'est lui qui va devenir en quelque sorte la seule façon de penser le monde, et va en fait tyranniser pendant une certaine époque toute autre forme de pensée. Et c'est ainsi que Théodose, qui était donc l'archevêque de Byzance, a décidé en fait la destruction de tous les temples païens. Or, justement, ce qui avait fait le succès d'Alexandrie, voulu par Alexandre, c'était une sorte de synthèse entre les croyances égyptiennes et les croyances grecques, c'est-à-dire faire une sorte de syncrétisme général qui était symbolisé par un temple qui s'appelait le Sérapéum. Voilà. Et donc, notamment dans le Sérapéum, il y avait une partie de la bibliothèque d'Alexandrie, et Théodose a ordonné à l'évêque d'Alexandrie, l'évêque chrétien, qui s'appelait Théophilus, de brûler le Sérapéum, c'est-à-dire donc de brûler une bonne partie de la bibliothèque d'Alexandrie. Ça s'est passé en l'an 391. C'est probablement l'incendie le plus important, la destruction la plus importante de la bibliothèque. Pas destruction complète, puisqu'on sait que la bibliothèque a survécu, notamment parce que Théon, qui vivait au IVe siècle après Jésus-Christ, qui était un mathématicien, était également bibliothécaire, donc il fallait bien qu'il y ait encore une bibliothèque à Alexandrie. Donc la vie continue, avec des soubresauts bien entendu, donc il y a encore quelques brillants mathématiciens, pas plus par exemple, ce Théon d'Alexandrie, qui a beaucoup travaillé sur l'Almageste de Ptolémée, et puis ce personnage magnifique, qui est en fait la fille de Théon d'Alexandrie, qui est Hypatie. Donc voici ses dates. Donc elle était astronome, mathématicienne et philosophe, mais simplement c'était une philosophe platonicienne, enfin néo-platonicienne, et donc sa philosophie allait à l'encontre de la philosophie des premiers pères de l'Église, et donc en fait sa mort et son exécution dans des conditions absolument horribles a été ordonnée en fait par l'évêque d'Alexandrie qui s'appelait Cyril, qui a voulu effectivement se débarrasser de cette femme qui était en plus extrêmement belle, donc qui posait beaucoup de problèmes parce qu'elle enseignait la philosophie platonicienne devant tout un aréopage de jeunes intellectuels brillants, et donc l'évêque pensait qu'elle les détournait de la seule pensée digne de ce nom, qui était la pensée chrétienne, et donc il a ordonné son exécution. Troisième étape de la bibliothèque d'Alexandrie, eh bien, lors de la conquête de l'Égypte par le général arabe Omar Amrou Ben El-As. Donc c'est peu après la mort du prophète Mahomet. Il avait régné à Médine le calife Omar, l'un des successeurs de Mahomet, et c'est le début de l'expansion de l'islam. Voilà. Donc en fait le roman, lui, est fondé sur une hypothèse qui est très contestée par des historiens à juste titre, l'hypothèse que le calife Omar aurait réellement ordonné la destruction
de la bibliothèque, de ce qui restait en tout cas de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc ça, c'était en l'an 642. C'est-à-dire qu'on sait par certains récits que Amrou Ben al-As était très loin d'être un barbare, c'était un lettré. Et en fait, il s'était intéressé à l'histoire d'Alexandrie en interrogeant justement des Alexandrins, des savants alexandrins. Alors dans le roman, j'ai imaginé qu'il a une série de discussions avec à la fois une jeune femme mathématicienne, plutôt d'origine grecque, un médecin juif et un vieux savant donc de la bibliothèque qui est chrétien lui-même. Et donc, ils vont discuter à la fois de la religion, de la philosophie, etc. Et faut-il garder ou pas la bibliothèque d'Alexandrie? Faut-il préserver le savoir des anciens? Et selon certains textes, on dit que Amrou Ben al-As, convaincu qu'il fallait sauver les livres d'Alexandrie, même si c'était une autre culture, il y avait un véritable trésor, parce qu'on lui avait expliqué ce que je vous ai raconté précédemment, l'œuvre de Clide, l'œuvre d'Ératosthène, d'Aristarque de Samos, de Ptolémée, etc., etc. Il aurait donc envoyé un message au calife Omar en lui expliquant ce qu'était la bibliothèque d'Alexandrie et qu'il fallait sans doute la préserver. Et le calife lui aurait répondu, en ce qui concerne le livre, de deux choses l'une, soit il dit la même chose que le Coran, auquel cas ils sont totalement inutiles, soit ils disent une chose contraire, auquel cas ils sont néfastes. Donc dans les deux cas, détruis-les. Voilà, et donc on dit que l'incendie donc a été ordonné et que les nombreux thermes de la ville, qui étaient chauffés au bois, pendant quelques mois, ils ont été chauffés avec les 700 000 rouleaux de la bibliothèque d'Alexandrie. Alors c'est peut-être l'une des raisons, en particulier pas la seule bien entendu, pour laquelle en Occident et dans l'Occident chrétien, le savoir grec a longtemps été, pendant des siècles, a été mis sous le boisseau, a été oublié, a été occulté. Et c'est pour ça que dans les conceptions cosmologiques du haut Moyen-Âge, où on a oublié le savoir grec, on a rejeté les atomistes, on a rejeté la philosophie aristotélicienne, et donc on a totalement oublié Ptolémée et tout cela, on retrouve des conceptions du cosmos totalement mystiques, qui n'ont plus rien, évidemment, de rationnel. Par exemple, dans ce traité de Cosmos Indicopleustes, qui était un moine byzantin du VIe siècle, on voit une description du cosmos ayant la forme d'un tabernacle, avec le centre de l'univers étant Jérusalem. Et plus tard, Hildegard de Bingen, la fameuse philosophe mystique et musicienne allemande, a une représentation également très jolie, en fait, très belle, mais très mystique, en fait, de l'organisation de l'univers. Alors, comme vous le savez sans doute, donc, la vie continue toujours parce que les Arabes, eux, ont gardé l'héritage grec. Donc, ils ont traduit assez tôt l'œuvre mathématique de Ptolémée, notamment, qui a été traduite par Thabit Ben Koura au IXe siècle. Donc, ça, c'est un extrait de la traduction de l'Almageste, enfin l'époque où justement le traité de Ptolémée va s'appeler Almageste. Et lors de l'expansion de l'islam, jusque donc en Europe et en Occident, eh bien on va commencer enfin à redécouvrir à travers des traductions en latin de l'Almageste à partir de l'arabe. On va redécouvrir l'œuvre donc des savants d'Alexandrie. Donc, notamment, la première traduction de l'Almageste date seulement du XIIe siècle. Alors, c'est justement l'époque où, également, sur le plan de la philosophie, on redécouvre Aristote et où les théologiens chrétiens se disent il faudrait, alors est-ce qu'il faut condamner, recondamner Aristote ou pas? Et est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent d'intégrer la vision aristotélicienne dans une vision chrétienne du monde, etc. Et qu'effectivement, c'est ce qui va être fait. Avec donc l'adaptation du système d'Aristote aux exigences de la théologie chrétienne. Donc ici, on trouve donc une représentation cosmologique en vogue donc pendant tout le haut Moyen Âge, où on retrouve bien donc l'échelonnement des astres, le système géocentrique, la Terre au centre de l'univers, au-dessus de la Terre. Donc vous voyez la Terre, ici il y a l'eau, le feu, enfin l'air et le feu, puis là vous avez la Lune. Voilà. Alors ensuite, au-dessus de la Lune, vous avez Mercure. Au-dessus de Mercure, vous avez Vénus. Et au-dessus de Vénus, vous avez le Soleil. Vous reconnaissez bien, effectivement, le système d'Aristote. Alors, vous voyez qu'en fait, le Soleil, il est où? Il n'est pas au centre de l'univers, mais quand même, il faut bien qu'il ait une position un peu particulière, parce que c'est quand même l'astre qui nous éclaire. Eh bien, le Soleil est au milieu des planètes.
il trône au milieu des planètes. Parce qu'effectivement, au-dessus du Soleil, en dessous du Soleil, vous avez 3 planètes, la Lune, Mercure et Vénus, et au-dessus, vous avez Mars, Jupiter et Saturne. Donc le Soleil trône au milieu des planètes. Voilà, donc c'est pour ça que dans ce manuscrit de Gossuin de Metz, il est écrit que le Soleil est le principal et le roi des planètes, assis au milieu d'elles. Donc, si vous voyez une sorte de compromis philosophique, accordé qu'on met quand même la Terre au centre de l'univers, parce que c'est le lieu de la réincarnation du Christ. Alors, cette fois-ci, la Terre au centre de l'univers, non pas parce que c'est le lieu le plus vil, mais au contraire, c'est le lieu le plus élevé, parce que c'est là où le Christ est venu racheter les péchés du monde, et on accorde quand même une place particulière au Soleil dans l'organisation des planètes. Et puis tout ça, c'est toujours fini par le monde physique, se termine par les étoiles fixes. Et puis il y a toujours le premier moteur, et au-delà du premier moteur, c'est le monde spirituel, qu'on appelle l'empyrée, c'est-à-dire donc la demeure des anges et des bienheureux. Voilà. Alors pour conclure, parce que donc vous comprenez que tout ça, ça va se perdurer, et puis il va y avoir des failles qui vont s'introduire progressivement dans le système, et c'est Copernic qui va précisément mettre le doigt sur certaines de ces failles, mais déjà avant Copernic, et Copernic sera très influencé par cela, des grands astronomes arabes, dont on connaît malheureusement assez peu les noms, sinon évidemment les spécialistes des sciences arabes, ont réécrit des traités remarquables qui critiquent Ptolémée, sans oser tout de même changer de système global, c'est-à-dire sans oser repasser au système héliocentrique, c'est-à-dire c'est des systèmes qui restent géocentriques, mais ils osent critiquer certains détails mathématiques du système de Ptolémée, et notamment, donc voici l'un des très nombreux traités astronomiques arabes du XIIIe siècle, dû à Al-Tusi, qui aurait une grande influence sur la pensée de Copernic. Et donc pour finir, ce parcours donc, qui va nous amener effectivement jusqu'au XVe siècle, Copernic est né en 1473, les deux grands astronomes occidentaux qui vont faire un petit peu la charnière entre tout l'héritage grec-arabe et la nouvelle astronomie qui va être fondée par Copernic s'appelle Purbach et son élève Regiomontanus, qui donc écrivent des traités astronomiques qui sont des traités ptoléméens, mais qui disent qu'il y a quand même des problèmes entre les prédictions du modèle de Ptolémée, c'est-à-dire les tables astronomiques calculées à partir du modèle de Ptolémée et les observations astronomiques. À mesure que les siècles s'écoulent, il commence à y avoir des décalages de plus en plus importants entre ce qui est prédit par le système de Ptolémée et qui figure dans des tables astronomiques perfectionnées au cours du temps et ce qui se passe réellement dans le ciel. Et c'est là où les astronomes qui vont peu à peu, en fait, tenter de se débarrasser difficilement, mais tout de même, ils vont essayer de se faire des considérations métaphysiques, c'est-à-dire essayer de réellement avoir des modèles qui fonctionnent pour expliquer les apparences, pour sauver les apparences, vont commencer à se dire, si les tables ne marchent plus avec les observations, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas à la base. Mais il est très difficile, encore à l'époque, de remettre en question quelque chose d'aussi fondamental et aussi important que la philosophie d'Aristote, le système de Ptolémée. Et c'est Copernic qui osera effectivement faire cette grande révolution, qui sera donc le sujet de la prochaine conférence. Merci. J'avais simplement oublié de mentionner que le dernier transparent fait état d'un autre très très grand penseur, vous voyez, toujours de la même époque, Nicolas de Cuse, qui également aura une grande influence sur Copernic, non pas du tout parce qu'il va critiquer Ptolémée, parce que c'est pas un astronome, c'est un philosophe et un théologien, mais il va être atomiste, c'est-à-dire il va redécouvrir la pensée des atomistes. Lucrèce, le manuscrit de Lucrèce va être redécouvert dans un monastère. Nicolas de Cuse va le lire et il va être convaincu de la profondeur de la pensée atomiste. Et donc chez Nicolas de Cuse, c'est une sorte de pré-copernicien, puisque comme il pense que l'univers est infini, eh bien forcément la Terre n'est pas au centre de l'univers, et la Terre doit être un astre comme les autres. Et déjà, il émet aussi l'hypothèse que l'univers est infini, parce que Dieu lui-même est infini, et qu'il y a sans doute la pluralité des mondes habités. Donc vous voyez que déjà, le XVe siècle est déjà un siècle de bouillonnement intellectuel, et on commence à remettre en question ce que l'on croyait être des acquis définitifs de la pensée. Voilà, merci.